Bonjour, bienvenue dans Anyone Can Scale, séance numéro 3. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet hyper important qui est l'intégration des nouveaux membres dans l'équipe. L'intégration est au management ce que l'onboarding est au produit. Souvent, les designers ont un rêve un peu amusant, un peu naïf au début quand ils font du product development, c'est de croire qu'il existe des interfaces naturellement simples d'utilisation. Et qu'il existe une interface suprême qui n'a pas encore été découverte, que n'importe quel enfant de 4 ans verrait et saurait utiliser immédiatement et naturellement sans aucun apprentissage. Ce qu'on ne voit pas dans les produits, c'est que la plupart des produits ont des onboarding et surtout répondent à des réflexes et des UX qui ont déjà été appris ailleurs. Tout a une learning curve. Et cette learning curve a besoin d'être explicite. La meilleure façon d'augmenter la rétention d'un produit est d'améliorer l'onboarding utilisateur. Rendre les utilisateurs addicts à l'utilisation du produit augmente la chance qu'ils auront d'utiliser ce produit. Et dans le management, c'est exactement la même chose. L'onboarding, c'est 80% de la réussite d'une intégration dans une équipe. Et l'onboarding doit être pensé comme un produit. Alors, pourquoi? D'abord, parce que c'est la première interaction avec votre entreprise. Alors, chacun a son mode d'onboarding. Par exemple, à The Family, on a un onboarding assez amusant, qui est un onboarding où on te met au bord d'une falaise, on te jette dans le vide, on voit si tu te démerdes, et si tu arrives à survivre à ce truc, tu es membre de l'équipe. C'est le management du non-scale. Pourquoi à The Family on peut se permettre de faire ça? Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de scaler et on a juste besoin de sélectionner des gens extrêmement autonomes, extrêmement entrepreneurs et extrêmement indépendants. Donc tout ce qu'on pourrait faire pour augmenter leurs chances d'onboarding serait finalement toxique pour notre produit The Family. Mais vous tous qui me regardez aujourd'hui, vous avez le problème inverse. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater l'onboarding de quelqu'un et vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le meilleur de chacun. Donc il faut penser l'onboarding dès le premier jour. Alors les bons onboarding employés reposent sur 3 secrets très simples. Secret numéro 1, les gens doivent faire du travail dès le premier jour. Tous les onboardings de boîtes de The Family qui préparent au travail plus tard sont en général des onboardings qui sont stressants. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme monter sur scène et avoir le trac. Être préparé pour un travail qui vient, c'est en général augmenter l'angoisse. Il faut savoir ce phénomène psychologique extrêmement important que tous les humains ont. On stresse beaucoup plus à l'annonce d'une chose qu'à la réalisation de celle-ci. Par exemple, on est beaucoup plus stressé d'attendre les résultats du bac que de voir qu'on a eu une mauvaise note. On est beaucoup plus câblé à gérer la difficulté qui est directe et dans l'action que de gérer l'attente d'une difficulté éventuelle. Si votre onboarding repose sur une semaine ou 15 jours de découverte où les gens vont apprendre des choses en dehors de leur métier, vous allez les mettre dans l'angoisse de « est-ce que je suis à la hauteur du métier pour lequel on m'a embauché? Est-ce que je suis à la hauteur de cette entreprise ?» Donc, tout onboarding qui se respecte est un onboarding qui est fondé avant tout sur le fait de réaliser du travail et de réaliser quelque chose de concret jour 1. Par exemple, Facebook a comme règle que n'importe quel développeur embauché chez Facebook commit un bout de code en prod dès le premier jour d'arrivée. Imaginez, vous êtes embauché chez Facebook. Il y a des milliers de gens autour de vous. Il y a une ambiance incroyable. Il y a une boîte qui a des milliards d'utilisateurs et on vous fait commit du code qui est mis en prod dès le premier jour. Même si ce code est tout petit, même s'il est anecdotique, même si c'est juste un bug à corriger, vous rentrez chez vous avec l'impression de déjà faire partie de la famille Facebook. Et c'est exactement la même chose dans toutes les startups. Faire du travail dès le premier jour, c'est le meilleur moyen de s'assurer que les gens sont dans la partie. La deuxième règle d'un onboarding, c'est qu'un onboarding n'a pas lieu dans un temps limité. Un bon onboarding, ça prend 6 mois. Pourquoi? Il y a des phases d'accoutumance. Vous avez besoin de découvrir l'entreprise au fur et à mesure et cette information ne peut pas venir. Par exemple, les très mauvais onboarding de The Family sont souvent faits par des gens intelligents et ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent toute la boîte dans 200 pages. Ils disent aux gens qui arrivent, voilà, j'ai écrit 200 pages qui expliquent tout, tu lis ça, tu auras tout compris. Et les gens prennent toute cette information, retiennent un tiers de l'info,
angoissent de tout ce qu'ils n'ont pas retenu et commencent à jamais savoir s'ils sont dans l'action ou pas. C'est comme tout, vous avez besoin de progressivité. Vous avez besoin de comprendre que les gens vont être de plus en plus à l'aise et donc ils vont pouvoir accéder à de plus en plus d'infos. Et troisième secret de l'onboarding, évitez d'onboarder l'ensemble des outils SaaS en Day One. Grosso modo, aujourd'hui, dans toute startup, on a des milliers, des centaines d'outils qu'on utilise dans l'entreprise. Vous allez scaler, vous allez embaucher des gens qui ne sont pas forcément startup compatibles. Un de vos plus grands challenges, c'est de réussir à embaucher des gens qui n'ont jamais travaillé dans une startup avant. Parce que vous n'allez pas pouvoir aller à 1000 salariés, 2000 salariés, 5000 salariés dans un pays comme la France en n'ayant que des gens qui ont des expériences startup. Et l'une des choses les plus angoissantes quand vous n'avez jamais travaillé dans une startup, c'est de faire face à des dizaines et des douzaines d'outils SaaS que vous ne comprenez pas et que vous avez l'impression que tout le monde utilise comme des sorciers. Alors faites le travail déjà de simplifier votre stack. Peut-être que vous n'avez pas besoin de 10 outils, mais seulement d'un. Et ensuite, faites en sorte que l'intégration sur l'ensemble de ces outils se fasse au fur et à mesure. Vous devez penser les 6 premiers mois de To-Do ou les 3 premiers mois de To-Do comme un processus d'initiation pour rentrer dans le rythme et être de plus en plus productif. D'où le fait que la productivité du corps activité soit votre première tâche. Parce que quand les gens sont directs dans l'action, ensuite tout le reste c'est de l'extra et ils peuvent petit à petit comprendre où ils sont, comprendre le contexte, comprendre la stratégie, comprendre la big picture, comprendre la vision. Il vaut mieux faire comme ça son onboarding, partir de la tâche précise pour laquelle on a été embauché, la maîtriser et élargir son champ de confort, de compréhension et de compétences, plutôt que de faire l'inverse. Or, la plupart des onboardings que je vois, qui sont en général ratés, font l'inverse. On commence par la big picture de l'entreprise, on commence par la vision, les gens arrivent, ils ne comprennent rien à comment ils sont connectés à ça. Vous arrivez chez SpaceX, on vous explique qu'on va sur Mars et vous êtes balayeur. Vous vous dites pourquoi je suis là ? Alors que si vous venez et que vous balayez proprement et qu'on vous explique que c'est essentiel que tout soit propre pour pas qu'il y ait d'accident dans une fusée, dans ce cas-là, vous avez une compréhension rétrospective de l'importance de votre tâche. Alors l'onboarding, c'est aussi un moment d'évaluation et de test. Il ne faut pas hésiter à admettre que vous vous êtes trompé dans votre processus de recrutement. Ça coûte beaucoup moins cher de virer quelqu'un pendant son onboarding que de virer quelqu'un après 1 an ou 2 ans d'investissement émotionnel. Donc n'hésitez pas à transformer aussi cet onboarding en un test culturel, un test d'adaptation, un test de fit, un test de compréhension, un test de tous les tests que vous ne pouviez pas réellement faire sans avoir un peu de temps. Et vous devez forcer tous les gens de votre équipe à vivre cet onboarding comme une phase de test explicite et faire en sorte que les différentes portes que les gens passent dans cet onboarding soient des go, no-go explicites décidées par l'entreprise. Un des trucs que j'ai appris en voyant énormément de startups scaler, c'est que quand on est la tête dans le guidon, on ne réfléchit pas. Les choses vont tellement vite qu'on avance. C'est pour ça qu'un dirigeant a besoin de créer des étapes explicites, des cérémoniales explicites où on se pose des questions qu'on ne se poserait pas si on n'avait pas ce moment pour se les poser. Et la revue des nouvelles recrues par les anciennes et leur intégration et le fait d'évaluer collectivement leur travail est un moment extrêmement important de cohésion. Donc l'onboarding, ce n'est pas simplement un processus passif dans lequel vous donnez des choses à apprendre à quelqu'un. L'onboarding est un processus dynamique de connexion et de chimie pour mélanger les éléments au sein de votre entreprise. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Il y a une 3e dimension dans l'onboarding qui est la transformation et l'amélioration de votre entreprise. Vous devez absolument évaluer l'impact de toutes les nouvelles recrues de façon objective. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une KPI qui détermine en quoi cette personne permet de faire les choses mieux qu'avant et en quoi cet impact est explicitable, en quoi cet impact est objectivable, vous allez avoir un très gros problème de scale. Pourquoi ? Parce que la seule façon de faire du non-objectif, c'est de faire du subjectif. Le subjectif demande de l'intimité et l'absence de distance. Or, quand on scale, on n'a plus d'intimité, on ne sait plus ce qu'on fait et on a besoin de voir les gens à travers leurs chiffres et pas forcément à travers leurs émotions. Je sais que ça peut être dur à entendre, c'est l'un des aspects les plus durs du scale, c'est la déshumanisation de votre entreprise. Je sais que des gens sont entrepreneurs et ont des équipes pour l'aspect humain que ça représente.
Un jour, Fanny Péchioda, on avait une conversation, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « Oussama, il est temps de faire le deuil de l'intimité, il est temps de faire le deuil de tout ce que tu as connu avant parce que maintenant ton entreprise est rentrée dans une nouvelle phase. » C'est une phrase qui a été très dure à entendre pour moi, c'est une phrase que je répète très souvent aux entrepreneurs et c'est sans doute l'un des challenges les plus émouvants du scale, c'est de comprendre que l'onboarding des gens va être de plus en plus objectivable et de plus en plus fonctionnel. Une entreprise à scale qui fonctionne, c'est un orchestre dans lequel chacun joue sa partition et chacun a une partition limitée. Ce n'est pas un groupe qui improvise un jam autour d'une musique qui est plus ou moins chaotique. C'est malheureusement de l'ordre et c'est heureusement quelque chose de très structuré. Le scale égale structure, vous devez prendre ce challenge, vous devez en avoir besoin. Évidemment, pourquoi on embauche des gens? On embauche des gens pour déléguer. Tous ces process, toute cette scale, etc. a pour objectif de vous débarrasser de beaucoup de choses que vous faites et pouvoir le faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement, beaucoup plus fort. Alors j'ai envie dans la prochaine séance de faire un truc un peu amusant avec vous, c'est vous raconter mes pires histoires de délégation et de vous faire comprendre à quel point déléguer, ça fait souffrir. J'espère que vous avez passé une bonne séance. On se revoit pour la prochaine séance de Anyone Can Scale. À très bientôt.